Je pense qu'on est dans une période délicate, c'est le moins que l'on puisse dire. On est dans un scénario qui frôle la fin du monde, d'accord ? On est dans une crise économique sans précédent et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont péter un câble. On considère, et là je ne fais que répéter ce que disent les scientifiques, que 50 à 70% de la population, in fine, finit par être contaminée par le virus. Donc moi, mon but, c'est quoi ? C'est d'abord de faire rapidement un petit point mindset. 37 jours après le premier décès dû au coronavirus, la courbe de l'épidémie ne s'inverse pas en Espagne. Depuis vendredi, le nombre de morts est en progression de 32%, une tendance qui ne va pas s'arrêter. Desgraciadamente, lo peor está por llegar. Quedan días muy duros. Todavía deberemos recibir el impacto de la ola más dura, más dañina, que pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales. También nuestro temple como sociedad. Pour livrer cette bataille, le gouvernement déploie de nouveaux moyens. 52 000 soignants en plus, dont 14 000 médecins et infirmiers à la retraite. Plus d'1 million de masques à distribuer et des centaines de milliers de tests dans les prochains jours. Car dans la péninsule ibérique, c'est l'épuisement de tout un système de santé. À Madrid, dans les unités de soins intensifs, la consigne est de donner la priorité aux patients avec le plus de chances de survivre. Et les infirmières semblent à bout. Que todos nuestros abuelos y todos los pacientes que tenemos ahora mismo en el servicio de urgencias están atendidos correctamente. Están un poco desanimados, pero les estamos dando mucho ánimo. Por favor, todos los familiares que estén tranquilos, que los estamos cuidando con mucho amor y con mucho cariño. Por favor, confíen en nosotros. L'armée a été mobilisée dans le pays pour désinfecter gares et aéroports et secourir les malades. Depuis le 14 mars, 46 millions d'Espagnols vivent à huis clos, sauf pour des cas d'extrême nécessité. Cet épisode grave du coronavirus, pour moi, est en train de mettre l'Union européenne en soins palliatifs. Parce qu'on voit bien qu'il n'y a aucune solidarité européenne. Chacun prend les mesures qui s'imposent à son pays en fonction des cas, en fonction de ses sensibilités. Et on se rend compte que chacun décide pour soi-même. Donc la solidarité européenne, on rappellera aussi que l'Italie a fait appel à la Chine pour du matériel médical, pour des spécialistes. Donc on se rend compte que l'Union européenne est en train de voler à éclat. Emmanuel Macron a eu hier ou avant-hier Ursula von der Leyen pour lui demander effectivement de renforcer les protections à Schengen. Donc, je rappelle les frontières, l'espace de libre-échange. Très sincèrement, l'Union européenne aujourd'hui montre toute l'impéritie qu'elle a à régler cette crise sanitaire. Et aussi, on peut se poser la question rapidement, un point rapide. Bruno Le Maire disait effectivement qu'il fallait voir avec l'Union européenne si elle pouvait ajuster en termes de budget de déficit. Je crois qu'on n'en est pas là. On n'est pas aujourd'hui à aller quémander à l'Union européenne des budgets ou des dépassements de déficit. Vous le savez, hein, la règle des 3%. Aujourd'hui, chaque pays fait ce qu'il croit bon de faire. Et je pense que la France a été largement en retard parce qu'elle a demandé l'assentissement, l'adoubement de l'Union européenne. Et très sincèrement, je crois que l'Union européenne aujourd'hui ne peut absolument rien faire et n'est pas du tout compétente pour gérer cette crise très grave et pour la juguler. Est-ce qu'avec l'exemple de la Chine, enfin de l'Asie en général, puis de l'Italie plus proche de nous, vous pensez qu'on n'a pas mesuré assez l'impact de ce coronavirus ? Alors très rapidement, nous on a suivi dès début décembre ce qui se passait en Chine, on a vu des vidéos effrayantes concrètement. En Italie, vous savez, mon rédacteur en chef Matteo Ghisalberti est lui-même italien, sa famille est située dans les premiers, ce qu'on appelle j'ai horreur de ce mot, mais dans le premier foyer en Lombardie. On a toujours d'ailleurs des infos assez effrayantes, on se rend compte que l'Italie a dû faire face. Je ne suis pas sûr que l'argumentation de dire le système sanitaire italien est moins performant que le système sanitaire français. Je rappellerai que la Lombardie est quand même une région très riche de l'Europe. L'Italie a dû faire face à cette crise importante et a dû juguler comme elle a pu. Et effectivement, je crois qu'on n'a pas suffisamment porté l'attention sur ce qui se passe en Italie, malgré les contacts entre le service médical italien et français. Et on rappellera aussi ces déclarations totalement indigentes de Sibeth Ndiaye qui se moquait près des Italiens en disant qu'ils n'avaient pas pris les bonnes mesures. Aujourd'hui, la réalité, c'est que la crise du coronavirus, à la mode italienne, est en train d'arriver en France. Et aujourd'hui, Édouard Philippe et l'exécutif sont en train de prendre des mesures drastiques pour tenter de juguler. Oui, donc pour moi, les mesures auraient dû être prises bien en avant. Et c'est pas, à mon avis, à moi. Enfin, on voit que beaucoup de professeurs de Pont de médecine le disent depuis quelques jours. Merci beaucoup Nicolas Vidal d'avoir été avec nous ce matin sur RT France. Je rappelle que vous êtes directeur de publication de Putsch. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est face à un raté ou un gros raté, une catastrophe ? C'est un énorme raté, énorme.
Au début, tous autant que soignants, on savait pas trop, on prenait ça pour une grippe. Puis après, dans le Grand Est, quand même, concrètement, les soignants ont commencé à être vraiment dans la merde. Ils ont tiré la sonnette d'alarme. Mais comme d'habitude, le gouvernement n'a absolument rien écouté. Jamais. Quand est-ce que le personnel soignant est écouté concrètement? Déjà, à la base, jamais. Quand c'est arrivé dans le Grand Est, que les infirmières ont commencé à dire qu'ils avaient des patients qui mouraient, qu'ils étaient débordés, que les hôpitaux débordaient. Là encore, ils n'ont rien fait. Les mesures n'ont pas été prises. Je voulais bien entendre au début qu'on ne voulait pas tirer trop la sonnette d'alarme pour pas alarmer les gens. Simplement, le français n'est pas plus immortel que l'italien. Et là, aujourd'hui, on est dans une situation où il tire la sonnette d'alarme, où Macron est passé en mode martial. Mais c'est trop tard. Il fallait écouter les soignants, les professeurs, tout ça, je veux bien. Mais comme vous l'avez dit, vous aussi, beaucoup de gens ont commencé à voir qu'il y avait des problèmes. Ils ne nous ont pas écoutés. Pour moi, c'est plus qu'un gros raté. Mais alors, vous, en tant qu'infirmière, justement, vous dites que c'est un gros raté. Mes collègues ont rapidement dit ce qui se passait dans les hôpitaux, en particulier dans l'Est. Vous, puisque vous êtes du côté des Deux-Sèvres, est-ce que vous voyez monter, parce que là, on dit que la vague va arriver. Vous commencez à la voir monter? Oui. Comment ça se passe? En fait, moi, on a commencé à voir des lits se mettre sous scellés. Notre direction nous disait rien. On a pêché les infos au niveau des réseaux sociaux. Je vous dire à quel point vraiment on s'est senti un peu dénigré ou voilà, la chair à canon, quoi. Aujourd'hui, j'ai des lits des lits Covid, c'est-à-dire dans mon unité, moi, ça y est, qui vont ouvrir lundi. Je travaille en médecine. J'ai des pneumopathies, des gens positifs à la grippe chez qui on ne fait pas de tests. On a arrêté de faire les tests partout parce que voilà, on voulait pas alarmer, minimiser. Franchement, quand je vois le nombre de cas qui sont annoncés à la télé, c'est du foutage de gueule. Je peux vous jurer que si là, aujourd'hui, on teste mes patients, on teste le personnel qui travaille, je suis presque persuadée que plus de la moitié seront positifs. Bah oui, bien sûr, je travaille avec des masques. FFP2, je suis de nuit. Pendant 10 heures, je travaille en médecine avec des gens qui me crachent, qui me toussent dessus. Mes masques sont périmés. Périmés, vous m'entendez, périmés. Quand je vois des gens dans les rues avec des masques, des gens qui fracturent les voitures des IDE libéraux, qui déjà n'ont pas de matos, mes collègues, moi, qui finissent par mettre les masques dans nos tiroirs de stupéfiants parce qu'on nous les vole. S'il vous plaît, écoutez-nous, restez chez vous, vous sauvez des vies. Restez chez vous, vous nous sauvez la vie. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que là, c'est pas une grippe, c'est pas une varicelle, ça tue et ça nous tue. On a des infirmiers dans l'Est qui meurent. On enterre nos collègues. Les premiers à être touchés, les gens dans les supermarchés, comme vous disiez tout à l'heure, le droit de retrait. On n'a pas le droit de retrait. Même quand on a des grèves, on est réquisitionné. Ça fait partie de notre travail, de notre conscience. On y va. Je n'embrasse plus mes enfants, je ne vois plus les personnes que j'aime. Je fais tout ça pour des gens qui continuent de se balader, de prendre ça pour des vacances. Et la vague, elle arrive. Quand on a vu les Parisiens, je comprends, je ne veux pas juger. Mais à un moment donné, quand on les a vus arriver, se déplacer. Je travaille dans un hôpital qui normalement est un hôpital qui n'est pas un grand CHU. Nos capacités d'accueil, c'est pas les capacités d'accueil des grands CHU parisiens. Il faut vous dire qu'à un moment donné, on n'aura pas de place pour tout le monde. Les gens qui ne se sentent pas concernés, qui se disent que voilà, ils s'en foutent, ils l'ont pas, puis de toute façon ils sont jeunes. Écoutez-moi bien. Vous pouvez transmettre à n'importe qui. Dites-vous que quand vous allez transmettre à la boulangère, qui va servir votre père ou votre mère, vous m'entendez? Eh bien, un jour, on a tellement peu de moyens, vous n'aurez tellement pas écouté ce qu'on vous a dit, qu'on sera face à une situation où on devra choisir entre sauver votre père et sauver votre mère. C'est ça la réalité aujourd'hui. Geneviève, Vraiment. Nous sommes au niveau de tous les pays qui ont mis en place des mesures de confinement généralisé. Ce qui, dans 8, 10, 12 jours, est à observer, est à attendre, est à espérer et arrivera, c'est une inflexion de la courbe de l'épidémie, c'est-à-dire une réduction du nombre de malades. Et ensuite, les choses peuvent aller vite. Mais je ne dis pas aujourd'hui que dans 12 jours, nous serons venus à bout de l'épidémie. Je dis qu'il y a un délai entre le moment où vous prenez une décision et le moment où l'impact sur l'épidémie est mesurable. C'est ce que nous disent les scientifiques. Lily Lafa, que faut-il retenir de cette brève allocution du ministre de l'Intérieur ? Alors plusieurs annonces dans cette allocution d'un peu moins de 15 minutes du ministre de l'Intérieur qui a tenu à insister une nouvelle fois sur le fait que la meilleure façon de lutter contre la propagation de ce virus était tout simplement de rester chez soi. Il a invité chacun et chacune à respecter des règles simples, se rendre sur son lieu de travail, faire ses courses et rentrer chez soi. Il a tenu à rappeler que si ces règles n'étaient pas respectées, elles seraient sanctionnées. Pas des sanctions pour le simple fait de sanctionner, mais pour bien protéger la population. Je propose de l'écouter. La meilleure façon de combattre le Covid-19, c'est de rester chez soi. C'est de ne pas chercher à exploiter, à utiliser les différentes dérogations exceptionnelles qui sont prévues sur les déplacements. J'invite chacune et chacun à appliquer une règle simple, se rendre de son domicile sur son lieu de travail. Puis, après avoir fait quelques courses, rentrer chez soi, rester chez soi. Il est essentiel que ces règles soient respectées. Ce que nous constatons, c'est que les dérogations nécessaires, utiles pour la vie des Français, sont
exploité, détourné par quelques-uns. Et qu'au moment où je vous parle, chacun a en tête ceux qui, même en faisant une déclaration, cherchent à ruser, cherchent au fond à faire les malins pour se croire des héros parce qu'ils auraient détourné la règle. Je voudrais que les choses soient claires. Il ne s'agit pas pour nous de sanctionner, mais il s'agit de protéger. Protéger aussi ceux qui ont ces comportements anormaux. Et donc, s'il n'a pas été question ce matin de durcir les mesures qui sont mises en œuvre, parce que nous les savons difficiles, il a été décidé que leur mise en œuvre serait appliquée de façon plus stricte encore. Ainsi, par exemple, dans les gares, pour le départ au week-end, il sera rappelé et seront sanctionnés tous. Chaque jour, le bilan du coronavirus s'aggrave un peu plus. Le gouvernement a décidé de réquisitionner le stock de masques, décret qui vient de paraître au journal officiel. Alors vous vous posez sans doute beaucoup de questions sur la durée de cette épidémie de coronavirus, par exemple, sur son évolution. On va tenter d'y répondre avec Ève Roger. D'abord Ève, est-ce que l'arrivée du printemps ou même de l'été peut arrêter l'épidémie ? Et la réponse est non. Quand un virus respiratoire émerge à partir d'un réservoir animal, comme le Covid-19, et qu'il circule pour la première fois, peu importe la saison. En 2009, par exemple, le pic de l'épidémie de la grippe H1N1 en Angleterre avait eu lieu au mois de juillet. Deuxième question, combien de temps peut durer cette épidémie, ou en tout cas ce premier épisode? La réponse de Bruno Lina, directeur du Centre national de référence de la grippe à Lyon. Les tailles moyennes des épidémies sont effectivement de 2 à 3 mois. Il peut y avoir éventuellement plusieurs vagues aussi. On va avoir des gens qui vont s'infecter, les infectés vont guérir, en guérissant ils vont devenir immunisés et à un moment donné cette immunité va freiner la diffusion du virus et si on couple ça avec des mesures d'hygiène et des mesures barrières, eh bien l'épidémie s'arrête. Dernière question, combien de personnes pourraient être infectées? Il faut regarder dans le passé. En 2009, 15% de la population a été touchée par la grippe H1N1, 30% à l'occasion d'autres épidémies du même genre et selon le spécialiste, la vérité pourrait donc se situer au milieu. Merci à vous. Ce matin, Emmanuel Macron l'assure, nous ne sommes qu'au début de la crise. À la base, le confinement était prévu jusqu'au 30 mars, mais il se pourrait bien qu'il soit prolongé pour enrayer l'épidémie de coronavirus. Ça fait aucun doute. On voit la courbe française suit exactement la courbe italienne et avant de voir des effets de ces mesures, il faudra au moins 15 jours. Donc il y aura une prolongation, c'est certain. Les autorités sanitaires l'affirment, les effets du confinement ne se verront pas avant 2 semaines, dans la mesure où des personnes sont encore en phase d'incubation du virus. Selon le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, les Français vont donc devoir prendre leur mal en patience. Je pense que le confinement ne va pas s'arrêter en France dans 10 jours. Je pense que ça va être plus long. Je ne peux pas exactement dire, mais ce sera plus que 15 jours. Ce sera autour de 6 semaines probablement, voire plus. Seule certitude, le confinement est actuellement la seule arme efficace pour lutter contre l'épidémie. Le gouvernement en appelle donc à la responsabilité de tous. Tant que le virus circulera, nous prendrons les mesures qui s'imposeront pour ralentir sa propagation. L'Italie n'en a pas fini avec le confinement et a fortiori la France non plus. On se doute que les mesures annoncées par le gouvernement pour 15 jours ne constituent sans doute qu'une première étape et que ce délai sera sans doute prolongé. Oui. Alors que la France s'apprête à passer son premier week-end en confinement, les contrôles de police vont être renforcés. Pas de couvre-feu au niveau national, mais une surveillance particulière dans les gares et les aéroports parisiens. Les policiers sur le front, mais avec de nombreux absents dans les rangs, 10 000 fonctionnaires sont indisponibles par précaution ou parce qu'ils doivent garder leurs enfants. Les livreurs, Deliveroo, Uber Eats, à bout de nerfs, un appel à la grève à partir de 20h ce soir à Lyon. Ils craignent de propager le coronavirus. Malgré le confinement, le bilan continue de s'alourdir en Italie. 627 morts dans les dernières 24 heures, c'est un nouveau record. Et puis malgré tout, une lueur d'espoir, un grand essai thérapeutique commence dans toute l'Europe pour tester l'efficacité de plusieurs traitements prometteurs. 800 patients français vont y participer. Dans un palais de l'Élysée quasiment vide, le Conseil des ministres s'est réuni pour présenter un projet de loi inédit. Un document de 16 pages dans lequel figure l'état d'urgence sanitaire. Un dispositif qui permet de limiter la liberté d'aller et venir, mais aussi de réquisitionner des bâtiments ou des transports pour les malades et les personnels soignants. Ces dispositions visent d'abord à protéger les populations de l'épidémie. Elles visent ensuite à prendre les mesures économiques et sociales exceptionnelles requises par cette situation elle-même exceptionnelle. Des mesures d'urgence pour apporter un soutien financier, favoriser l'activité partielle, reporter ou étaler le paiement des factures pour les petites entreprises. Le projet de loi prévoit aussi des adaptations très diverses, étendre le nombre d'enfants gardés par les assistantes maternelles, prolonger le titre de séjour des étrangers en situation régulière, ou encore reporter certaines obligations administratives. Il fixe enfin le cadre des élections municipales. Les candidats élus au premier tour prennent leurs fonctions immédiatement. Le second tour, lui, se déroulerait au plus tard au mois de juin. Toutes ces mesures arriveront demain devant l'Assemblée nationale et le Sénat pour être adoptées d'ici la fin de semaine.
Le coronavirus. Le confinement de la population s'intensifie au niveau local puisque certains ne respectent pas les règles. La maire de Paris et le préfet de police ont décidé de fermer il y a 1 heure et pour tout le week-end tous les quais de Seine, rive droite et rive gauche, ainsi que l'esplanade des Invalides et le Champ de Mars. Trop de comportements insouciants, voire irresponsables, sont encore à déplorer. Leur communiqué commun dénonce également des comportements individuels particulièrement imprudents qui mettent en danger la collectivité tout entière. Et pour les mêmes raisons, la ville de Lille a clos son plus grand parc ce matin, celui de la Citadelle, et celle de Nice a interdit l'accès à la promenade des Anglais. Les gares parisiennes seront particulièrement surveillées ce week-end afin d'empêcher les départs en week-end ou en vacances. Ceux qui n'auront pas de justificatif ne pourront pas monter dans leur train et récolteront un PV de 135 €. Les soignants en première ligne dans cette guerre contre le virus réclament un allongement et un durcissement de ce confinement et du matériel, des masques notamment. Il n'arrive qu'au compte-gouttes. Au mieux, Stéphane Delmas est médecin généraliste à Baillargues, près de Montpellier. Les consultations et les visites à domicile qu'on fait sont que sur des syndromes pseudo-grippaux, avec toux, fièvre. On ne voit que ça. Je suis équipé avec des masques FFP2 périmés de l'époque de Roselyne Bachelot. On a été livré mercredi. On a eu 18 masques chirurgicaux par médecin par semaine. Autant vous dire que les masques chirurgicaux, hier j'en ai utilisé déjà 6. Donc en 3 jours, c'est fini. Et donc ces masques FFP2 qu'on nous promet depuis un moment, on ne les a toujours pas et c'est scandaleux. On n'a pas les moyens. On est des bons petits soldats. Hein. On a fait le serment d'Hippocrate. On aime les gens, on est là pour leur porter le bon soin et on fera le job jusqu'au bout. Mais par contre, au moins qu'on soit protégé. On n'est même pas protégé. Donc on nous envoie au casse-pipe. Propos recueillis par Marion Ferrer pour RTL. Toujours à propos de masques, sachez que 2 personnes sont en garde à vue à Paris pour des infractions concernant ces masques. Le responsable d'une parapharmacie dans le très chic 16e arrondissement de la capitale qui n'a pas respecté le décret sur la réquisition des masques et une autre personne après la découverte d'un stock dans une agence de voyage. Plusieurs enquêtes sont par ailleurs ouvertes sur des trafics de masques dans des épiceries. L'hôpital de campagne des armées est en cours d'acheminement en pièces détachées à Mulhouse après avoir été assemblé à Orléans. Il devrait être opérationnel dans une petite semaine et permettre ainsi de soulager le service de réanimation complètement saturé de la ville. Pour les mêmes raisons, une douzaine de patients gravement touchés par le Covid-19 vont être évacués d'Ajaccio après-demain, dimanche, à bord d'un porte-hélicoptère de la Marine nationale. Ils seront pris en charge dans des hôpitaux du continent. Bonjour Barbara Racoué, merci d'être avec nous aujourd'hui sur RT France. Alors, dans un premier temps, est-ce que les mesures prises par le Premier ministre et le gouvernement vous rassurent l'hôpital en général ? Rassure l'hôpital d'une manière globale. On peut dire qu'on se sent un peu mis en porte-à-faux. Les mesures sont un peu tardives. On était tous en train d'observer ce qui se passait en Italie. Il n'y avait pas de raison pour que ça ne se produise pas en France. Donc l'organisation a pris du retard. Chacun essaye de faire au mieux. Chacun est solidaire. Mais on constate sur le terrain que tout est trop tardif pour que ça soit efficace dès aujourd'hui. Alors, votre témoignage est très important. Hein. Vous vivez cette crise du coronavirus au quotidien. Vous, à l'hôpital, comment s'organise l'hôpital justement ? Racontez-nous un peu votre quotidien. Est-ce que les services sont prêts, organisés ? C'est ce que je viens de vous dire. Sur la région parisienne, les messages jusqu'à mercredi étaient plutôt très rassurants au niveau collectif. On avait beau essayer d'être plus alarmant en tant que petit personnel en disant que ça s'approchait, que ça risquait d'être beaucoup plus grave que ce qu'on imaginait et qu'il y avait des mesures qui devaient déjà être en place. Au niveau de la direction en général hospitalière sur l'ensemble de la France, avec mes collègues dans les autres services d'urgence, c'était toujours on attend, pour le moment il n'y a pas de difficulté majeure. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. En l'espace de 3-4 jours, ça a été très difficile à mettre en place dans certains services. D'autres services y arrivent encore difficilement. En 3-4 jours, rassembler du matériel, vider des services déjà occupés, c'est très dur à mettre en place. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui du personnel soignant ? On a entendu plusieurs personnes à bout de force. C'est votre cas à l'hôpital Lariboisière ? Nous, on est au tout début. Certaines régions, notamment en Grand Est, sont déjà en souffrance. En écoutant leurs témoignages et en échangeant avec eux, ça nous permet, nous, de nous préparer psychologiquement. On voit bien que ça va être difficile, et si on n'est pas solidaire, pas prêt de manière, on va dire, alternative, on s'est préparé entre soi, on va dire, entre paramédicaux, pour affronter ce qui arrive. Mais je pense qu'on fait tout pour être prêt et pouvoir faire ce pourquoi on est dans ce type de service. Est-ce que vous pensez aussi que ces mesures vont déjà permettre un certain désengorgement des services d'urgence, notamment ? Sur les zones déjà avec des pics très élevés, on peut dire que c'est un petit peu dépassé déjà.
L'affluence est énorme. Après, c'est comme ce qu'on a signalé et qu'on a dénoncé tout au long de l'année. Quand il n'y a pas de place, on veut faire de la place, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Donc c'est un Tetris qui est très difficile à mettre en place. Donc les urgences sont souvent déjà saturées et les fameuses questions de tri sont déjà en cours en fait, puisqu'il n'y a pas de lit qui on met dans les lits. Et ça, c'est aussi la question qui s'est posée tout au long de l'année sur les autres pathologies, quoi. Comment vous envisagez aujourd'hui l'avenir proche? Je sais que c'est un peu compliqué comme question, mais quand vous vous projetez, qu'est-ce que vous imaginez sur ce qui va arriver à l'hôpital? On en a discuté souvent avec mes collègues ces 2-3 derniers jours. A priori, on est tous assez d'accord d'être très pragmatiques, de voir au jour le jour. Même si on voulait imaginer, je pense qu'on ne peut pas le faire. On est quelques-uns à être des vieux et avoir vécu la fameuse période de canicule qui avait déjà été très difficile, mais le public était beaucoup plus spécifique. Là, la grande surprise en France, c'est qu'on nous parlait de personnes âgées en réanimation. C'est pas le cas, et c'est ce qui a alerté les services généraux de la santé. C'est pas du tout la typologie des patients qu'ils imaginaient, donc ça ajoute de la difficulté. Avant de se terminer, si vous aviez un message aux Français qui s'inquiètent, un message pour permettre au personnel de santé de faire son travail dans les meilleures conditions, quel serait justement ce message? À ce stade, je pense qu'il est nécessaire pour chacun de bien se surveiller, d'avoir bien pris connaissance de des symptômes qui pourraient être graves pour venir dans les moments où c'est nécessaire à l'hôpital. Il faut préserver tout le monde, ne pas oublier qu'être dans un service d'urgence, c'est être en contact avec des gens qui sont vraiment contaminés. Et si vous ne l'étiez pas et vous étiez angoissé, c'est là où vous avez une chance accrue ou une malchance d'être en contact avec le virus. Merci beaucoup Barbara Coué d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes infirmière de nuit à l'hôpital Lariboisière et membre du collectif Interurgence. Merci beaucoup et bon courage. Ce que je voudrais dire, c'est que Virginie parlait tout à l'heure effectivement de l'incivisme qu'ont eu certains Français. Je crois que c'est l'importance aujourd'hui et la nécessité de faire confiance aux scientifiques. On le voit, que ce soit en Grande-Bretagne ou même plus aux États-Unis, un Donald Trump qui climato-sceptique, qui au début a un peu ricané sur ce coronavirus et qui aujourd'hui est obligé bien de se rendre à l'évidence. Donc beaucoup de pays populistes qui n'ont pas voulu voir la gravité ou qui ont essayé, en tout cas politiquement, de faire ce qu'on appelle du populisme sanitaire. Donc l'importance aujourd'hui peut-être de s'en remettre aux scientifiques, de faire confiance, et c'est une sorte peut-être de retour à une forme de rationalité. Est-ce que c'est une confiance dans les élites? Pas forcément, en tout cas, ou le pouvoir c'est lui qui est en tout cas la chaîne de transmission avec les scientifiques, et je pense qu'il est important aujourd'hui de faire confiance à ces épidémiologistes, ces virologues. Je rappelle que nous sommes le pays de Pasteur, on a eu, qui a trouvé le vaccin contre la rage. La France est un ancien empire colonial qui a dû vivre de nombreuses épidémies. Donc on est, faire face en pratique. Voilà. Et puis la France, Emmanuel Macron a la chance de pouvoir s'appuyer sur un système de santé qui est assez exceptionnel. Oui, mais à bout de souffle, Roselyne. Ça, ils n'ont pas cessé de le dire ces derniers mois. Je ne parlais pas de l'hôpital. Mais qui même va si être l'hôpital est excellent, bien évidemment, mais qui souffre bien évidemment, et que ça va être de pire en pire, je le crains. D'où l'importance des stades 3 d'état d'alerte qui doit permettre de les aider. Ce fameux tri dont on parle, qui va arriver à un moment ou un autre, c'est-à-dire trier les cas les plus graves. Et ce sera des choix bien évidemment cornéliens et qui vont pas plaire à tout le monde. Nous avons 12 612 cas confirmés. Ce sont les résultats des tests par PCR qui remontent tous les jours. Nous avons par ailleurs des données d'activité hospitalière qui sont là aussi réactualisées chaque jour, avec désormais 5 226 personnes hospitalisées. 35% de ces cas ont plus de 65 ans. 1297 personnes dans un état grave sont actuellement hospitalisées en réanimation. Nous déplorons 450 décès en milieu hospitalier et 87% de ces décès ont plus de 70 ans. Test du coronavirus, un jeu de hasard pseudo-scientifique?
Les mesures internationales dues à l'infection par le coronavirus deviennent de plus en plus drastiques et restrictives. Le nord de l'Italie est maintenant presque entièrement en quarantaine. En Chine, les billets de banque sont confisqués en raison d'un risque possible d'infection. Toutes les mesures et statistiques sont en fin de compte basées sur le nombre de personnes infectées par le coronavirus et qui en meurent. En conséquence, on attribue une grande importance aux tests de détection du coronavirus. Le résultat du test a des conséquences extrêmes sur les mesures sanitaires, la liberté, l'économie et les finances. Parce que les mesures coercitives et le traitement du patient dépendent entre autres du résultat du test. On devrait donc pouvoir supposer que ces tests sont particulièrement minutieux et précis. Mais est-ce vraiment le cas? Examinons ces tests de plus près. Premièrement, qui doit être testé? Cette décision est laissée à la libre appréciation du médecin, car toute personne qui a un rhume ou une toux n'est pas forcément infectée par le coronavirus. Toute personne présentant des signes évidents tels que toux, fièvre et difficultés respiratoires ou des symptômes de pneumonie d'origine virale dont la cause n'est pas claire et ayant eu des contacts avec des personnes infectées ou ayant séjourné dans une des zones à risque est considérée comme un suspect justifié. Selon l'Institut Robert Koch, RKI, les patients présentant des symptômes de grippe sont aussi soumis à des tests sporadiques de détection du coronavirus. Deuxièmement, comment les tests sont-ils effectués? On effectue un prélèvement dans le nez, la gorge ou le pharynx des patients. On utilise aussi parfois des sécrétions bronchiques. Ce test est utilisé pour rechercher certains fragments de gènes du coronavirus, ARN. Comme les échantillons ne sont pas suffisants pour une détermination, ils sont d'abord multipliés plusieurs fois. Cela se fait par la méthode de la réaction en chaîne de la polymérase, en anglais Polymerase Chain Reaction, PCR, qui induit un certain degré d'incertitude. L'analyse de l'échantillon amplifié devrait alors montrer si la séquence de gènes du coronavirus recherché est présente ou non dans l'échantillon. Troisièmement, quel est le degré de précision de ces tests PCR? Selon le président de l'Académie chinoise des sciences médicales, Wang Chen, le test utilisé pour le coronavirus n'a qu'une précision de 30 à 50%. Il ne peut détecter qu'une personne infectée sur 2 ou 3. Ainsi, non seulement le taux d'erreur dans l'identification des personnes infectées est élevé, mais un grand nombre de personnes en bonne santé sont classées à tort infectées par le coronavirus. Ces personnes sont ensuite traitées de manière incorrecte en raison de ces tests faussement positifs, et cela induit également dans les statistiques un nombre beaucoup trop élevé de personnes infectées. Une étude scientifique récente du 5 mars 2020 estime que 4 personnes sur 5 testées, soit 80%, sont classées à tort comme positives au coronavirus. Selon les infos de la BBC, des patients de plusieurs pays ont été testés jusqu'à 6 fois négatifs au coronavirus, jusqu'à ce que le 7e essai se termine par un résultat positif. Apparemment, on aurait continué à faire des tests jusqu'à ce que le résultat positif souhaité soit finalement obtenu. Quatrièmement, ces tests PCR sont-ils appropriés pour affirmer des choses sur le coronavirus? La professeure Isabella Heckler, infectiologue et directrice du Centre des maladies virales de l'Université de Genève, souligne que les tests utilisés pour déterminer l'infection par le coronavirus ne décèlent que le matériel génétique viral, mais ne révèlent rien sur la présence ou le nombre de virus infectieux actifs. Même Carrie Bay Mullis, qui a développé le test PCR et a reçu le prix Nobel de chimie en 1993, considère que le test PCR ne convient pas à l'identification des virus. Conclusion. Tout le battage médiatique autour du coronavirus, les mesures coercitives et la panique qui en résulte sont finalement basés sur les résultats d'un test douteux. Ce qui est effrayant, c'est qu'on semble faire aveuglément confiance aux résultats de ce test. Les prochaines semaines montreront si l'anxiété et les mesures extrêmes liées au coronavirus étaient justifiées ou quels en sont les buts cachés.